Moi, je voulais plutôt insister sur le processus d'innovation pour des entreprises de petite taille. Donc, Euronext, c'est la bourse. On est une entreprise de 600 personnes, c'est une PME, et on gère les marchés français, belges, portugais, néerlandais. Et notre ADN, eh bien, c'est l'ADN, comme toutes les bourses, hein, c'est l'ADN du Palais Brongniart, c'est l'ADN de la cotation à la criée. Et les métiers qu'on gère sont des métiers qui évoluent en général de façon lente mais radicale. C'est-à-dire qu'on a connu plusieurs révolutions dans notre histoire, que certains d'entre vous connaissez bien. La première, c'était au début des années 80, c'était la dématérialisation des titres, où le titre physique, le titre papier, s'est transformé en une inscription dans un registre. Donc le problème du registre des titres cotés, dont parlait Sébastien, ou enfin non cotés dont parlait Sébastien, on l'a aussi dans le monde du coté. J'y reviendrai. On a connu le passage du parquet à l'électronique, qui avait démarré dans la fin des années 80, en 87 si ma mémoire est bonne, où bien, par nécessité, par évolution technologique, les marchés se sont retrouvés d'un monde complètement fermé, détenu par un club, tout d'un coup, vers un passage sur un système électronique avec passage d'ordre informatique, publication des cours. Les révolutions qui me viennent en tête, c'est également 2007, avec l'ouverture à la concurrence. Le marché des bourses n'est pas du tout un marché monopolistique. Les bourses sont des animaux comme les autres. Aujourd'hui, on est coté sur nos marchés, on a des actionnaires et on a des concurrents. L'avènement du trading algorithmique, alors je suis désolé pour le jargon, mais aujourd'hui, les bourses gèrent des centaines de millions d'ordres d'achat et d'ordres de vente chaque jour, qui viennent du monde entier. Toutes les sociétés, y compris les sociétés de gestion, pas seulement les banques de gestion, gèrent des algorithmes pour servir les clients du mieux possible et fournir un service de meilleure exécution qui soit le plus précis possible. Donc ça veut dire beaucoup d'informatique, ça veut dire beaucoup d'exigences en termes de technologie. Et aujourd'hui, une bourse comme Euronext, eh bien, la moitié de nos effectifs, ce sont des informaticiens. Avec beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de gens qui sont à la pointe en termes de gestion de la performance, mais également des gens qui sont des spécialistes sur la robustesse, parce qu'on est hautement réglementé, et donc on est là pour fournir un service qui ne tombe pas en panne. Tout ça fait que notre capacité à innover est compliquée. Elle est compliquée parce qu'on est petit, donc on n'a pas des budgets d'innovation de très grands groupes. Elle est compliquée parce qu'on ne peut pas expérimenter de façon débridée, parce que justement ça ne peut pas casser. On a vraiment une mission de continuité et de robustesse. Et elle est compliquée, notre capacité à innover, parce que on est un tiers de confiance. Et on ne peut pas innover tout seul. On innove seulement avec nos clients, seulement avec les membres de marché, seulement avec les émetteurs. Mais innover tout seul n'a aucun sens. Donc on fait partie d'un écosystème. Et l'écosystème avance ensemble ou pas du tout. Donc on innove ensemble ou on meurt. Donc c'est un petit peu le message, je crois. Hein. C'est parce que sans l'aide de Sébastien, des pouvoirs publics, de l'AMF également, hein, qui a une vision extrêmement précise de tous ces sujets-là, il est difficile d'avancer. Et sans l'aide de tous les acteurs, il est impossible d'avancer. Donc le sujet blockchain, on l'a regardé comme tout le monde, de façon curieuse, de façon... évidemment, on était interpellé parce qu'on parlait de désintermédiation, on parlait la notion de tiers de confiance tout d'un coup potentiellement disparaissait. On parlait en revanche de transparence et de certification. Alors c'est très intéressant parce que des intermédiations, perte de tiers de confiance, ça touche notre business model de très très près, plutôt
plutôt comme une menace. En revanche, transparence et certification, c'est aussi le métier de la bourse. Donc on se dit, tiens, c'est quand même intéressant, il faut qu'on regarde de beaucoup plus près. Alors il se trouve que la chaîne de valeur que l'on gère est très inégale. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais toute la partie négociation, la partie trading, elle, est plutôt à la pointe. Toutes les bourses du monde travaillent avec les constructeurs technologiques, développent des technologies propriétaires qui sont extrêmement rapides. On parle de microsecondes, etc. Donc, on ne sent pas qu'on est menacé particulièrement par les évolutions technologiques parce qu'on est à la pointe. En revanche, sur la partie post-marché, donc chambre de compensation d'un côté, règlement livraison et registre de titres, même si la performance est là, la chaîne a été mise en place plutôt sous des contraintes réglementaires extrêmement fortes et plutôt avec en tête la robustesse plutôt que la performance. Et aujourd'hui, quand on parle avec nos clients, alors on a d'un côté les émetteurs, que ce soit les grands groupes cotés, comme les grandes capitalisations du CAC 40 ou les PME cotées. Elles ont toutes la même inquiétude, qui est de dire on ne connaît pas les détenteurs de nos titres facilement. C'est quand même contre-intuitif, parce qu'on dit une société à capital ouvert, les titres circulent, on les échange, on achète, on vend, et pourtant on connaît facilement l'intermédiaire qui a acheté ou qui a vendu, on ne connaît pas facilement le détenteur final du titre. Pourquoi ? Parce que la réglementation ne l'oblige pas facilement, pas en temps réel, et parce que également, pour des raisons historiques, le registre de titres, le registre notarial de titres a été adapté sur informatique en tant que registre, pas forcément en tant que ressource ouverte et transparente. Donc, on s'est dit, nous, on avait quand même un intérêt à examiner l'impact de blockchain sur la partie post-marché, parce que ça pouvait nous aider à résoudre les problèmes de nos clients, et donc à être meilleurs en termes de service client. Par ailleurs, on a un autre problème qui nous tient à cœur également, qui est cette chaîne titre. Elle est la même que vous soyez une grande société cotée de grosse taille, avec des milliers de transactions qui sont effectuées par seconde, ou une PME avec quelques dizaines d'échanges dans la journée. Donc les coûts sont les mêmes et les dispositifs ont la même lourdeur de part et d'autre. Ce qui est quand même une barrière à l'entrée, alors qu'on parle d'accès au marché de capitaux pour les PME, on parle de marché européen de PME, on parle de Nasdaq européen où il faut faciliter l'accès des PME au marché, et pourtant l'organisation de ces marchés boursiers est finalement peu adaptée pour ces entreprises-là. Donc on s'est dit qu'on avait également une opportunité, non pas par la technologie blockchain en soi, même si c'est vrai, hein, c'est un petit peu, mais en disant il y a un buzz tel autour de blockchain qu'on peut l'utiliser comme un vecteur de transformation. Et ça, c'est très très important. C'est pas une vision cynique du monde, pas du tout. Quand vous regardez tous les cycles d'innovation, il est normal de prendre le train en marche et de profiter de la vitesse de changement pour faire des changements qui n'étaient pas forcément natifs à cette technologie-là, mais qui seront provoqués par l'envie ou par la disruption. La question qui s'est posée pour Euronext était de dire, est-ce qu'on attend que la technologie soit mature? Est-ce qu'on attend que les acteurs l'aient adoptée plus avant? Est-ce qu'on attend que les Américains ou les Australiens se soient un peu fait les dents dessus avant de l'adopter? Ou est-ce qu'on est pionnier et on pousse une idée en avance de phase? Donc la notion de timing est très très importante. Et donc il y a des sujets sur lesquels les acteurs décident d'attendre et d'être suiveurs, parce qu'ils laissent le coût d'investissement aux autres, parce que finalement le bénéfice d'être le premier n'est pas avéré. Ou au contraire, on va investir pour être les premiers, quitte à dépenser un peu plus d'argent et à faire des erreurs qui seront ensuite bénéfiques à l'écosystème. Sur ce sujet-là, sur le sujet de la blockchain
pour nos PME, avec le registre de titres transparent, on a décidé qu'on devait être moteur et qu'on ne devait pas attendre, tout simplement parce que le business model d'Euronext, c'est d'être un marché de PME européen très très fort et d'accompagner la croissance de nos entreprises. Deuxième contrainte, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'innove pas seul. En tout cas, ça n'a aucun sens. La blockchain, par définition, c'est une action de groupe. C'est un travail collectif. Et donc, pour que ça marche, il faut avoir les bons acteurs autour de la table et que ces acteurs-là trouvent leur intérêt aussi à innover ensemble. Troisième considération, est-ce qu'il est plus intéressant d'innover au cœur de notre système d'information, au cœur de notre métier, ou est-ce qu'on externalise l'innovation? Alors pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, comme l'innovation était plutôt dans notre cas sur le post-marché, et que le post-marché, ce sont des acteurs qui sont des partenaires d'Euronext, mais qui ne sont pas le business model directement d'Euronext, on a pensé que c'était plus intéressant d'innover en externalisant et en créant en fait une structure séparée. Donc c'est comme ça qu'on a créé LiquidShare. Alors ça nous a mis un an pour fédérer les faits autour du berceau de cette idée. Et si, c'est ça. Alors un an parce que comme disait tout à l'heure Nadia et Christophe, on est allé chercher des gens qui se font concurrence, une concurrence acharnée quotidiennement, et on leur dit on va s'asseoir ensemble et on va travailler ensemble. Et donc on a été chercher BNP, on a été chercher Société Générale et on a été chercher KCIS d'abord, et qui sont les trois acteurs clés dans le monde, dans le métier du titre, qui sont les trois banques qui sont clés en Europe dans le métier du titre. Donc ce sont trois acteurs français, néanmoins, qui ont un métier européen sur le métier du titre. Et alors ces trois acteurs avaient de toute façon beaucoup de projets blockchain. Certains travaillaient avec Nadia, par exemple. Mais c'était des projets qui étaient plutôt des projets de recherche et développement pour faire des proof of concept, en tout cas pour essayer des choses, voir si ça marche. Et donc du coup ils avaient un peu leur, comment dire en anglais, their fingers in every pie. Ils testaient toutes les technologies blockchain, ils regardaient. Donc du coup ils étaient intéressés par notre projet, mais pas forcément affamés à l'idée d'aller plus loin qu'un proof of concept. On a été chercher également Euroclear, qui est en fait le dépositaire central qui gère le registre des titres cotés pour la France, la Belgique, les Pays-Bas, et qui sortait d'un grand chantier réglementaire européen qui s'appelle Target 2 Securities, mais qui avait investi énormément dans cette technologie pour faire face aux changements réglementaires et à une européanisation, si vous voulez, de leur métier. Donc ils voyaient la blockchain de façon comme étant très très loin, parce que justement ils étaient pris par ces contraintes réglementaires actuelles. Et en discutant avec Christophe et les équipes d'OFIAM, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai intérêt des sociétés de gestion à participer à cette initiative, parce que la problématique de savoir qui détient les parts de fonds, eh bien, elle est la même en fait sur les actions. Et donc un an pour fédérer, un an pour montrer qu'il fallait qu'on le fasse ensemble, parce que sinon d'autres allaient le faire pour nous, et un an pour monter une start-up qui a un capital. Donc on est devenu actionnaire à part égale de cette start-up, tous ensemble. Et on a construit... Pardon ? Oui, pardon, évidemment avec la Caisse des dépôts, on l'avait dit tout à l'heure, évidemment avec la Caisse des dépôts, et évidemment en discutant beaucoup avec Sébastien, les équipes du Trésor, et avec l'AMF. L'idée étant de construire 2 business cases. Le premier business case était de dire si jamais dans un monde parfait on peut vraiment disrupter cette chaîne-là, et que la réglementation est adaptée ou n'est pas une barrière, alors on va aller très très vite, et la plateforme va ressembler à une plateforme blockchain privée, évidemment, qui va améliorer le service, apporter de la transparence, etc. Et business case numéro 2, si on ne change pas la réglementation,
Et on ne parle pas des réglementations françaises, on parle des réglementations européennes sur les registres de titres qui sont extrêmement lourdes et complexes. Si on ne change pas la réglementation, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour, malgré tout, faire avancer la problématique de la transparence du registre sur ces PME? Et le choix qu'on a fait, c'est de monter cette start-up avec une équipe dédiée. Donc on a recruté un PDG, il s'appelle Thibaut de Maintenant, qui vient du monde en fait des titres. Donc c'est pas un start-upper avec une barbe. Ah, si, il a une barbe en fait, hein, mais c'est pas un start-upper en short. Thibaut est en train de recruter une petite équipe avec un mix de gens qui connaissent extrêmement bien les métiers, parce que c'est quand même assez complexe, et des gens justement avec des barbes en short qui vont apporter une vue un peu différente. Le choix qu'on a fait également était d'attendre avant de faire un choix de technologie. Donc on a attendu d'avoir travaillé notre business case ou nos 2 business cases et en ce moment en fait on est en cours de sélection pour des partenaires technologiques, en sachant qu'une grande partie va être développée sur la base open source. Voilà, je vais vous donner un petit peu la démarche d'innovation. On pourra parler dans un autre cénacle des ICO, parce que c'est encore une autre démarche et c'est une autre problématique, donc il ne faut pas tout mélanger.